Bruno Palmé, Simon Lagoarde, Serge Bertin, Denis Esquerra, voilà. Merci aussi à vous de les applaudir pour qu'ils nous racontent cette magnifique aventure et surtout cette magnifique Sarthe qu'ils aiment autant que vous, parce que si vous êtes là ce soir, c'est que vous aimez la Sarthe, bien évidemment. Alors, ce livre qui s'est écrit en 6 chapitres, je vous les donne quand même pour que vous compreniez de quoi on parle. Un premier chapitre qui s'intitule Contraste, un second Histoire, enfin terre de contraste, terre d'histoire, terre d'art, patrimoine, culture, terre de précurseurs, terre de sport et terre de bien vivre. Vous connaissez, j'imagine, Serge Bertin, auteur, entre autres, d'Hommes en Sarthe, de Femmes en Sarthe, de mai 68, qui a participé, je crois, à une abbaye en République, La Couture, et puis, évidemment, l'auteur en patois sartois du Tintin. Comment il s'appelait le premier? Enfin, du Tintin. Vous en avez fait plusieurs. Le premier s'appelait comment? Il s'appelait Zammanché au gâteau de Neusseau. Traduction? L'affaire Tournesol. Bah oui, tout simplement. Serge Bertin, qui est géographe. Bon, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Bruno Palmé, journaliste au Maine Libre depuis 1985. Bonsoir. Ça ne me rajeunit pas tout ça. Amoureux de la Sarthe, sartois d'origine? Manceau, ouais, Sartois 100%. Ouais. Voilà. Auteur de Pescarolo, Retour en piste, la Sarthe, terre de champions. Là, on parle de sport, bien évidemment, ou encore qui collabore à Spirit of Le Mans et à plein d'autres, comment dirais-je, publications. À ses côtés, Denis Esquerra, je disais donc le plus basque des Sartois. Ça va, ça, comme définition, ou pas, Denis? Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes en Sarthe? Oh, il y a très très longtemps, juste après la guerre de 14. Non. Précisément? Non, j'étais nommé au Mans en 1976. 77, voilà. D'accord. Où vous avez exercé la merveilleuse profession de... Prof de lettres. Prof de lettres. Et le prof de lettres qui a écrit Rillette, histoire gourmande d'hier à demain, la Sarthe, terre d'étoilés. Tiens, c'est marrant. Vous avez un petit faible pour la gastronomie, loué toute une histoire, etc., etc. Oui, j'ai écrit tout ça, oui. En fait, qu'est-ce qui vous a retenu en Sarthe Ce qui me retient en Sarthe, l'éditeur. Non, mais ce qui me retient en Sarthe, c'est que, étant, comme vous le disiez, fort justement, d'horizons qui sont beaucoup plus au sud-ouest de la France que la Sarthe, j'ai découvert ici une terre, j'ai découvert un patrimoine, et puis je m'y suis fait plein de relations. Je connais beaucoup plus de gens au Mans maintenant que je l'en connais dans mon Bordeaux d'origine. C'est un pays attachant, la Sarthe, hein, et les gens aussi le sont. La preuve, votre voisin, parce que lui aussi n'est pas sartois d'origine, nul n'est parfait. Non, effectivement, je suis francilien au départ. Simon Lagoarde, alors vous êtes arrivé ici un peu par hasard, en 2008, c'est ça? C'est bien ça, en 2008, pour des raisons d'un travail que j'avais décroché au Mans, que je n'ai pas gardé, mais la ville m'ayant fortement tapé dans l'œil, on a décidé avec ma conjointe d'y rester. Et vous avez fait de jolis enfants, évidemment. Séduit par le département, vous avez aussi décidé de collaborer à des publications. La Sarthe, terre d'étoilés, tiens, j'en parlais il y a un instant. Jardin d'émotions en Sarthe, ça vous a marqué, je crois. Hein. Oui, effectivement. En fait, c'est toujours passionnant de découvrir sous un nouveau spectre. Quand on est photographe comme moi, on s'inspire beaucoup de la passion des autres. C'est le cas dans mon métier, parce que je suis photographe publicitaire au départ, donc il me faut un peu la passion des entrepreneurs et des artisans sartois pour travailler au quotidien, mais aussi en fait dans des domaines que je ne connais pas. Et en soi, Jardin d'émotions en Sarthe m'a fait découvrir tous les jardins, tout le travail de passion et l'abnégation qu'il faut à ces gens pour créer des choses qui vont durer des dizaines ou des dizaines d'années avant de vraiment montrer leur plein potentiel. Alors vous avez collaboré aussi à l'abbaye royale de l'Épau, enfin le livre, et puis une abbaye en République, La Couture, enfin je crois que d'autres ont participé aussi. Bref, tout ça pour montrer que ces auteurs, ils connaissent parfaitement la Sarthe et surtout, ils aiment incontestablement cette Sarthe. Alors moi j'ai découvert que c'est du côté de Sablé qu'on avait trouvé les plus anciens vestiges
comment dirais-je, humain, c'est ça non, normalement, c'est... qui est-ce qui a écrit ça parmi Oui, vous c'est moi qui ai écrit ça, effectivement, oui. 500 000 ans. Absolument, oui, bien sûr. On a découvert la Sarthe a été, j'allais dire, colonisée, habitée par nos lointains ancêtres. Et on a aussi trouvé des outils datant de Néandertal, effectivement, oui. La Sarthe vient du fond des âges, comme disait quelqu'un de beaucoup plus célèbre que moi, oui. Alors moi, il y a des questions Il y a des dolmens et des menhirs aussi dans la Sarthe. Hein. Des quoi? Des dolmens et des menhirs. Oui. Vous les avez tous visités, évidemment. Bien sûr. Bien, et puis il y a des comment on appelle ça, flûte, des choses qui étaient faites pendant la guerre, des blocos, voilà, c'est ça aussi. Hein. Il y a des blocos, oui. Donc il y en a un qu'on a redécouvert, qui a été mis en valeur tout dernièrement, hein, qui était le fameux blocos du général Dolman. Mais je pense que les Sartois ou les Manceaux connaissent l'histoire du général Dolman. Depuis peu, parce qu'il semblerait que ce soit une histoire qui soit ressortie comme ça, il y a quelques années seulement, ce général Dolman qui commandait les troupes allemandes sur tout l'ouest de la France. Absolument, oui. Donc il avait des fonctions très importantes, puisque le général Dolman, oui, commandait les troupes allemandes sur la côte normande, allant de la Somme à la côte normande, effectivement. Bon, et puis vous savez ce qui s'est passé, effectivement, à un certain moment de notre histoire. Et la météo, tout le monde le sait, ça c'est pas la peine que je le raconte, mais je le raconte quand même. La météo était désastreuse et on ne pensait pas que le débarquement pouvait effectivement se dérouler. Et le général Dolman a fait preuve d'imprévision, comme je le dis dans le livre, parce qu'il a relâché la surveillance des troupes allemandes sur les côtes normandes. Et donc, on peut peut-être dire, j'exagère peut-être un peu, mais que si le général Dolman n'avait pas décidé de dormir cette nuit-là, le débarquement en Normandie ne se serait pas effectué aussi bien. On sait bien que ça posait des problèmes, mais peut-être que... Alors, il logeait le général Dolman. Je me suis demandé pourquoi il avait choisi pour installer son quartier général, Le Mans, parce que Le Mans était assez près, mais un peu éloigné quand même des côtes normandes, en relation directe avec Paris. Et puis tous les Sartois qui sont présents ici, les Manceaux aussi le savent bien, il avait établi son quartier général de l'autre côté de la rue, hein, où le blocos était installé. C'était au siège des Mutuelles du Mans. Au siège des Mutuelles du Mans. Et c'est là d'ailleurs qu'on le retrouvera quelques jours après le débarquement. Trucidé. Mort. Voilà. Suicidé, on pense qu'on l'a peut-être suicidé. Alors Hitler était furieux, hein, il voulait le traduire en haute cour. Hein, donc si je résume ce que vous dites, oui. c'est grâce au mauvais temps du Mans que le débarquement a réussi, quoi. C'est ça. Enfin, et puis aussi à cause du général Dolman, ou grâce à lui, peut-être peut-on dire. Très bien. Bon, voilà comment on peut réécrire l'histoire, Serge Bertin, ça doit vous faire mal. Hein, parce que, rappelons que... En histoire, ça me gêne toujours un peu. Oui. Bon, rappelons que vous êtes géographe et vous êtes prof d'histoire. Hein? Ben oui, j'ai suivi de mes études en géographie, avec Jeanne Dufour et Armand Frémont. C'était mes deux maîtres en géographie. C'était en 66, 67, vous voyez, ça remonte de vieux, hein, comme on dit. Et puis j'ai suivi mes études, bien sûr, j'étais déjà instituteur. Hein. Je suis fier de pouvoir déclarer que j'étais instit en 1962 à l'École normale du Mans, formation là-bas. Et puis j'ai suivi mes études, donc en 66, j'ai repiqué au truc avec la géographie, j'ai passé ma maîtrise avec Armand Frémont. Et Jeanne Dufour, que vous citez, j'allais dire abondamment dans le livre. Je n'ose pas dire que c'est ma maîtresse, hein, parce que... On pourrait... mais vraiment, je crois que ce livre aurait dû être fait par Jeanne Dufour. Elle nous a quittés en 2015, mais elle adorait la Sarthe et elle connaissait tellement bien son département. Alors, Terre de Sarthe avec un S, parce qu'il y a une grande diversité. Alors, c'est vous qui avez fait, je crois, le chapitre sur la géologie. Hein, oui. Alors, expliquez-nous ça. Ah ben, c'est un drôle de truc, ça. La Sarthe, finalement, quand on étudie la topographie, c'est relativement simple. Vous avez une espèce d'amphithéâtre
Et puis au milieu une dépression occupée par le Mans et tout autour des collines qui ne dépassent pas les 300 et quelques mètres. Ça, c'est jamais trop... Donc, voilà. J'ai noté 251 mètres à Grès-sur-Roc. C'est écrit dans le bouquin. Oui, mais donc le point culminant, c'est quand même le signal de Persaigne à plus de 300 mètres. Bon, voilà, 319, dit-on. Ça, c'est simple. Et quand on se promène dans la Sarthe, on n'a pas l'impression de passer d'un paysage très différent à un autre. On est toujours dans des formes molles, un paysage de l'ouest intermédiaire. Et puis, au-delà ou au-dessous de cette espèce d'apparence relativement classique, homogène, le dessous est beaucoup plus compliqué. D'abord, il faut savoir que notre département est situé sur une zone de contact entre deux domaines géologiques totalement différents. Le bassin armoricain à l'ouest, le massif armoricain à l'ouest, et le bassin parisien à l'est. Et cette zone de contact dans le sous-sol se traduit par des affrontements, si je puis dire, de terre à terre. Or, quand je vous ai dit tout à l'heure que la Sarthe, c'était un ensemble relativement classique, dans l'ensemble, mais quand vous regardez le détail, il y a, et c'est l'expression qu'employait justement Jeanne Dufour, une mosaïque de petits pays, une diversité très grande, mais dans le détail. Dans le détail, et tout ça s'explique par la nature des roches qui sont différentes. Quand vous allez dans le sud, c'est le calcaire, vous allez dans le nord, vous avez les terrains qui sont déjà primaires. Où est la ligne de séparation? Ça va de quelle ville à quelle ville? Alors, c'est pas, en gros, je perds de dire des grosses bêtises, parce que vous savez, c'est une bande plutôt diagonale qui irait de Sablé à la Ferté. Sablé est dans le massif déjà ancien, pour situé. La Flèche est plutôt dans la zone de l'ère secondaire, donc dans le bassin parisien. Et au nord, vous allez du côté de Mamers à peu près. Ok. Bon, on a cru comprendre dans ce que vous avez dit juste avant que vous n'étiez pas un grand amoureux des Alpes-Mancelles. Peut-être que pour vous, les Sartois se... Ils se gonflent un peu du col. Du col, oui. Ils se haussent du col. Mais c'est normal. Justement, les Sartois par rapport aux Alpes-Mancelles. D'abord, les Alpes-Mancelles, le terme des Alpes-Mancelles a été divulgué la deuxième moitié du XIXe siècle. Jeanne Dufour a fait un bon bouquin sur les Alpes-Mancelles, justement. Et pourquoi nous on parle des Alpes-Mancelles? C'est pas dans notre nature. C'est pas normal qu'on parle des Alpes-Mancelles. C'est parce que c'est pour les touristes qu'on le dit. Mais en réalité, ce que je vous disais sur la Sarthe, en apparence très simple, intérieurement très complexe, c'est le tempérament. Finalement, je crois que difficile de parler du tempérament des Sartois, difficile de généraliser en disant qu'il y a un caractère collectif. Non. Mais malgré tout, quand même, je suis persuadé que le territoire agit sur le tempérament collectif. Bravo. Bon. Vous développerez ça dans un bouquin prochain, parce que je pense qu'on en a pour un moment. Merci pour cette super analyse. Votre voisin là-bas, lui, est un amoureux des Alpes-Mancelles. Enfin, je crois, hein. Je me trompe, Simon, ou pas? Non, du tout. C'est ce qui vous a fait rester en Sarthe, quasiment? En soi, c'est un territoire que j'ai découvert sur le tard, parce que ça faisait partie des choses un peu dans ma liste de trucs à faire que je n'ai jamais le temps de faire. Et en fait, en y allant pour des raisons, on va dire, photographiques, je suis vraiment tombé amoureux de ce coin-là, et c'est un territoire que je reparcours aujourd'hui très régulièrement. Ouais. Qu'est-ce qui vous plaît dans les Alpes-Mancelles? En votre qualité de photographe, j'allais dire. Déjà, purement le paysage, on va dire, et puis c'est un endroit où on peut vraiment aller marcher, être au contact de la nature et mélanger deux de mes passions, à savoir la marche à pied et la photographie. Et c'est vrai que dernièrement, je me suis pris de passion pour y retourner par tous les temps,
pour justement apprécier les variations en fait, de ce paysage, même dans des périodes où, a priori, on ne mettrait pas le nez dehors, et continuer comme ça à créer des images dans ces terrains. Donc vous conseillez de se lever à 5h du matin, de partir se promener pour regarder le soleil se lever sur les Alpes-Mancelles, par exemple? Tout à fait, ouais. Enfin, avec la route depuis Le Mans, ouais, plutôt 4 heures, mais en effet. Oui. Ok. Visiblement, Bruno Palmé n'est pas chaud pour le faire tout de suite. Bruno, de l'autre côté des Alpes-Mancelles, il y a un secteur qui a été essentiel pour l'automobile française. C'est un triangle d'or, quoi, en quelque sorte. Le Mans, Saint-Calais... La Ferté-Bernard, ouais. Vous parlez du circuit de 1906, que j'imagine. Ouais. Ouais. Et ce qui est marrant, pour rebondir par rapport à ce dont vous venez de parler à propos des Alpes-Mancelles, faut savoir que le fondateur de l'Office du tourisme des Alpes-Mancelles est M. Durand, qui a été un des personnages fondateurs clés dans le domaine de l'automobile en Sarthe, quoi. Donc voilà, on lui doit beaucoup. Voilà, c'était juste le lien. Oui, effectivement, l'automobile... On est la patrie de l'automobile en France, quand on sait qu'au début du XXe siècle, la France était le pays leader, loin devant les États-Unis, en matière d'automobile, de construction automobile. Il y avait vraiment un foisonnement de constructeurs en France et de surcroît en Sarthe, et y compris dans la vente de véhicules. Après, tout ça, c'est régulé, je dirais, après, dans les années 1910, où les États-Unis sont bien repassés devant. Mais la France, et surtout la Sarthe, a vraiment été un département moteur. Alors vous me disiez, c'est le cas de le dire, vous me disiez moteur à explosion en l'occurrence. Notamment, ouais. Vous me disiez que les journaux de l'époque, les journaux nationaux, parlaient en fait très régulièrement du Mans, à cause de l'automobile. Exactement, ouais. Pour avoir parcouru, et encore là ces dernières semaines, les journaux du début du XXe siècle, que ce soit des journaux, il y avait l'Auto à l'époque qui était le journal L'Équipe d'aujourd'hui, l'équivalent, mais aussi la presse nationale évoquait souvent Le Mans et la Sarthe pour justement toutes ces inventions, et pas seulement dans le domaine de l'automobile. On aura peut-être l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard. Mais c'est vraiment impressionnant. Et moi-même, qui découvre au fil de l'eau toutes ces aventures, je suis vraiment surpris. Et je me dis que le passé a encore de l'avenir. Ouais. Le premier salon de l'auto en dehors de celui de Paris, ça a été au Mans, ça je l'ai appris. Ça. C'est ça, en 1912. Le salon de l'auto avait pour habitude de se dérouler à Paris. Et la première ville en France à avoir organisé un salon de l'auto, c'est Le Mans, en 1912. Ouais. Alors, il y a eu des grands hommes, parce que vous êtes également l'auteur des galeries de portraits, des précurseurs notamment, ou des sportifs. Il y a eu des grands hommes, on va dire, essentiels, qui ont allumé la mèche de l'innovation et qui ont attiré les feux des projecteurs sur la Sarthe au tout début de ce siècle. Oui, vous voulez dire dans le domaine de l'automobile notamment. Oui, mais vous expliquez des que ça a grands, attiré, voilà. Ouais, des chefs d'entreprise au début du XXe siècle, oui, bien évidemment, à l'image de Louis Vernet, qui était le fondateur de la compagnie enfin, à l'époque, il y avait aussi les chemins de fer, puisqu'il était le propriétaire de tout l'ouest de la France, de la SCF, qui c'était donc bien avant la SNCF. Mais on a eu M. Carrel, l'entreprise Carrel et Fouché. Il y a eu M. Pellier, qui était aussi un marchand qui tenait une grande conserverie au Mans. Et tous ces gens-là ont été les fondateurs du sport automobile, de la course automobile, donc des Grands Prix de 1906, de ceux qui se sont déroulés après, et bien évidemment des 24 heures du Mans qui sont nés en 1923 et dont on fêtera le centenaire en 2023. Mais ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on parle un peu de l'automobile de cette période-là, donc on parle de Bollé, là vous n'avez pas cité la famille Bollé, enfin les différentes générations, etc. On parle aussi d'aviation. Tout de suite, Wilbur Wright arrive. Ça, l'arrivée de Wright au début de ce siècle, ça a aussi été un événement déclencheur de plein d'autres choses. Oui, là encore, c'est extraordinaire tout ce qui a pu se passer autour des vols de Wilbur Wright en 1908, puisque ça s'est passé en deux temps. Hein. Donc 1908, c'était d'abord sur la ligne droite des Hunaudières, et puis après au camp d'Auvour. Et donc,
outre les records qu'il a pu battre à cette occasion, notamment avec un passager, donc ce qui était quand même une première au monde, de la même manière que Monsieur Bollée quand il a construit ses voitures. C'était vraiment un pionnier en la matière. Et moi, ce qui me fascine, c'est de voir tous ces personnages qui, à l'époque, étaient moins connus et qui, aujourd'hui, appartiennent à l'histoire, mais même au présent, puisque des frères Renault aux frères Michelin, à Pirelli, à Charles Royals, tous ces gens étaient physiquement présents pour assister au vol des frères Wilbur-Wright. Bon, j'ai cité quelques personnes, mais j'ai lu, il y en a tellement d'autres qui aujourd'hui, on en parle, je dirais normalement, mais ils se sont inspirés de ce qui se passait ici au Mans et dans la Sarthe, et bien d'autres encore. Et vous dites, vous allez même plus loin, parce que vous dites que même Syntex a acquis peut-être cette envie de se dépasser, etc., grâce à Wright, grâce au fait qu'il était au Mans. On peut penser que la révélation, effectivement, de Syntex, en fait, Syntex a vécu 5 années ici au Mans, à Sainte-Croix, évidemment, et à l'époque, il était dans la classe de Jean-Marie Lelièvre, qui était l'un des fondateurs des Mutuelles du Mans, donc dans l'assurance, et qui a été aussi président de l'Automobile Club de l'Ouest. Mais en 1910 apparemment, Monsieur Lelièvre aurait emmené Syntex sur le terrain des Hunaudières pour lui faire voir justement où s'étaient passés les premiers vols de Wilbur-Wright. Ils sont incroyables quand même, ces journalistes. Ils arrivent à trouver des anecdotes de vie, de choses qui se sont déroulées il y a plus de 100 ans, dont on n'a jamais entendu parler, moi à ma connaissance. Et ça, c'est aussi la magie, en fait, je serais tenté de dire, d'Internet, parce qu'on a accès à beaucoup de choses maintenant aussi pour aller dans la Bibliothèque de France, notamment pour aller rechercher des archives et des journaux de l'époque, parce que jusqu'alors, ceux qui écrivaient des bouquins narrer des histoires en fonction de ce qu'ils avaient pu lire par le passé, mais aujourd'hui, à travers justement toute cette histoire qu'on peut retrouver dans les journaux, on a vraiment des témoignages, et c'est fascinant, y compris dans les pilotes automobiles qui disputaient les Grands Prix en 1906-1910. Ils nous racontent comment la course se passe, les éclats de terre qui se prennent dans la figure, la fatigue, enfin, il y a vraiment des anecdotes qui sont croustillantes. Bon, alors la Sarthe, on le sait, ce sont les 24 heures, bien évidemment, mais c'est aussi autre chose. La Sarthe, c'est aussi, Monsieur Esquerra, spécialiste, ce sont les rillettes. Non ? Ah, je m'attendais à ce que vous... Et les rillettes, c'est une histoire de famille. Là, vous la racontez, magnifique. La Sarthe, c'est les rillettes, oui, je m'y suis intéressé. C'est un des premiers livres que j'ai écrits, effectivement. Je me suis aperçu, effectivement, en arrivant dans la Sarthe, que les Sartois ne savaient pas d'où venait véritablement leur rillette. J'ai assez rapidement découvert quand même que si les rillettes étaient devenues réputées à Paris, si elles avaient acquis de la réputation à Paris, c'était parce qu'elles étaient parties de Conneré. Par le train. Par le train, puisque... Mais, comme tous les chemins mènent à Rome, elles étaient allées à Tibère. Vous voulez que je parle il y a de beaucoup Tibère, plus longtemps. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de raconter quand même que, d'après vous, les rillettes, ou en tout cas, la charcuterie sartoise était reconnue déjà sous Tibère. Absolument, oui. Les Olerques sénomans pratiquaient l'élevage des cochons. Hein. On a encore le porc sénoman aujourd'hui, qui est célébré et qui est réputé. Et les Olerques sénomans envoyaient leur charcuterie à la table de l'empereur Tibère. Oui, effectivement. Alors, pas les pâtés, effectivement, mais les jambons, la viande traitée en salaison pouvaient y parvenir. Et d'ailleurs, j'ai essayé de retrouver dans les carnets de cuisine latins s'il n'y avait pas les prémices du début du commencement, comme dit l'autre, d'une recette consacrée aux rillettes. Alors, j'ai pas trouvé ça, puisque vous savez que les anciens consommaient le porc surtout de manière bouillie, mais j'ai quand même dégoté une espèce de mixture qui était proposée, qui était faite grâce au relief de la découpe du cochon. Alors, je ne vous dis pas qu'on faisait des rillettes à Rome, mais ils avaient déjà eu, me semble-t-il, l'intuition de faire quelque chose avec les reliefs de la découpe de la viande du cochon. Et alors, je me souviens que quand le livre est paru, je crois que c'est le Maine, Ouest France, qui titrait « Les rillettes sont latines » ou « Les rillettes étaient connues à Rome ». Mais j'ai trouvé ça assez intéressant, oui. Et donc...
une anecdote que j'aime souvent raconter quand je suis en dédicace ou quand j'étais en dédicace avec ce livre, puisqu'il n'existe plus, hélas, il est épuisé. Je me faisais souvent agresser. Pas physiquement, mais verbalement, oui. Je me souviens d'une tourangelle qui m'a quasiment dit « Monsieur, comment osez-vous dire que les rillettes sont sartoises? Elles sont d'abord tourangelles. » Bon. Alors évidemment, les tourangeaux revendiquent la paternité des rillettes, ou la maternité des rillettes, peut-être faut-il dire aujourd'hui, puisque Rabelais, effectivement, et Balzac, on en parlait, mais les rillettes, je le dis aussi assez fréquemment, j'ai retrouvé dans un acte d'une mairie de ceux qui est aujourd'hui, sont aujourd'hui les Deux-Sèvres, qui datent de 1442, 1432 ou 1342, je ne sais plus exactement, une recette de rillettes. Voilà, alors ça ne s'appelle pas des rillettes, ça s'appelle des riz ou quelque chose comme ça. Mais donc, si on faisait des rillettes dans les Deux-Sèvres, c'est bien qu'elles ne sont pas nées particulièrement dans les Touraines, en Touraine. Elles sont nées partout. Vous découvrirez simplement l'histoire des rillettes modernes, on va dire, voilà, dans le livre. Alors j'en parle, effectivement, j'évoque les rillettes, puisque les rillettes, elles font partie de cet art du bien vivre en Sarthe, oui. Bon, vous avez parlé de Rabelais, moi j'ai envie de parler de Ronsard, oui. parce que j'ai à mes côtés quelqu'un qui a osé écrire un truc qui vous a fait... Alors c'est intéressant parce que ce sont des auteurs qui ont écrit dans le même bouquin et qui ne sont pas obligatoirement d'accord sur l'interprétation, on va faire des choses, et de l'histoire. Non, mais... petite polémique comme ça, c'est amusant. Entre Serge Bertin et Denis Esquerra, en l'occurrence, il s'agit de Ronsard. Serge, non. Vous avez compris pourquoi je parlais de ça? Oui, il est hyper fort, lui. Ronsard. Donc, racontez-nous, la Pléiade est née au Mans, quoi. Enfin, ni plus ni moins. Ah non, j'ai jamais dit ça. Enfin, là, il est en train d'attiser un peu une légère des nuances qui existent entre nos deux interprétations. Expliquez-nous quand même l'histoire de... Non, mais il y en a qui disent que Ronsard a rencontré du Belay et puis qu'ils ont décidé de faire la Pléiade. Mais c'est faux, hein. Et là, Denis a raison de le dire. Moi, je me contente simplement... Vas-y. Vas-y, développe ton truc. Non, moi, je me contente simplement de dire que, miracle ou pas, ou coïncidence, le jour du décès de l'évêque... Oui. Du Mans, il y avait à la cathédrale du Mans, il y avait au Mans des jeunes gens qui allaient créer plus tard, je crois que c'est à Paris, la Pléiade. Ces jeunes gens se sont vraisemblablement rencontrés parce qu'ils faisaient partie de l'entourage du défunt. Il y en avait un qui était secrétaire, l'autre qui était neveu, etc. Oui, c'est Pelletier du Mans. Donc, qui était secrétaire voilà. Je ne dis pas que Le Mans a été l'endroit où a été créée la Pléiade, je dis simplement que Le Mans était le lieu où se sont rencontrés ceux qui allaient créer la Pléiade. Non, mais je ne crois pas que Serge tu aies dit ça, mais enfin je l'ai entendu dire par certains pseudo-érudits manceaux. Et puis je pense que Le Mans voulait absolument, certaines personnes mancelles, certains manceaux voulaient absolument croire que la Pléiade était née au Mans. Alors moi je suis venu avec des dates, par exemple, vous allez voir pourquoi elle n'a pas pu naître au Mans. Bon, Serge faisait allusion aux funérailles de Guillaume du Bellay en mars 1543 à la cathédrale du Mans. Bon. Qui est raconté dans le bouquin. René est évêque du Mans et c'est le frère de Guillaume du Bellay. Bon. Ce qui est très intéressant quand même, c'est que Rabelais, le grand Rabelais, vient assister à ces funérailles aussi. Pourquoi? Parce que c'est le médecin du défunt, l'ami personnel et le médecin de Guillaume du Bellay. Donc Le Mans peut quand même être fier d'avoir... Et puis, s'ajoute aussi aux personnes qui participent à la cérémonie, Jacques Pelletier du Mans, qui a 26 ans, c'est le secrétaire de l'évêque du Mans. Joachim du Bellay, le fameux poète que vous connaissez, qui a 21 ans, c'est le cousin du défunt, et Ronsard. Alors Ronsard, on a toujours coutume maintenant de percevoir que Ronsard, c'est un vieux libidineux sourd qui court après les petites jeunes filles. Hein, un peu là. Oui, on ne va pas épiloguer. Voilà. Ronsard, quand il vient à l'enterrement de Guillaume du Bellay, il a 19 balais. 19 ans. Bon.
Bon. Et il va devenir clair d'ailleurs quelques mois, quelques semaines, et je me demande si c'est pas le même mois où l'on enterre Guillaume du Bellay que Ronsard va recevoir la tonsure. Il restera clair au Mans de 1560. Alors, la Pléiade maintenant. Oui, parce qu'on ne va pas passer la soirée là-dessus non plus. Absolument. On est d'accord. La Pléiade, elle est fondée en 1555 ou 56. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'ont fait ces jeunes gens, comme l'a dit Serge? Ils ont dû manger, boire peut-être un coup ensemble, enfin j'en sais rien. Et discuter. Discuter littérature et Littérature. peut-être fonder un jour le projet. Et si un jour on faisait ça. Mais c'est vrai que ces esprits Donc c'était les se sont fiançailles. rencontrés au Mans. Les fiançailles, mais pas forcément la naissance. Absolument. Moralité, il se passe des trucs intéressants au Mans. Oui, malgré absolument, tout. oui. Et c'est ça qu'il faut retenir. Et retenir que dans ce livre, vous allez, par la force des choses, découvrir des choses intéressantes. Alors, Bruno Palmé, vous avez, vous, je disais, écrit sur des personnages divers et variés. Il y en a plein. Hein. En fait, il y a pas mal de Sartois hein, qui ont fait des choses exceptionnelles. Des Sartois, d'ailleurs, contemporains, parce que vous parlez aussi des contemporains. Je passe à Jean-Michel Bazir, là, qui est jeune hein, par rapport à tous les autres, bien évidemment. Bon, il a 50 ans, ouais. Il a quel âge? 50 ans. 50 ans. Jean-Michel Bazir, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Jean-Michel Bazir, on l'appelle le Zidane du trot en France, même dans le monde entier, puisque c'est l'un des plus grands cracks du monde. Hein. Il a été champion toute catégorie, il avait plus de 6000 victoires à son actif. Aujourd'hui encore, il monte au trot et dispute des courses, je ne veux pas dire à travers le monde, parce qu'il en fait quand même un petit peu moins. Mais en France, c'est vraiment resté le grand maître de la spécialité. Et il a toujours des attaches ici. C'est ça, il a toujours des attaches à Solesmes, évidemment, et puis à Grosbois également. Il a des écuries où il a pas mal de chevaux qu'il entraîne d'ailleurs, parce qu'il est non seulement jockey, driver, mais aussi entraîneur. L'homme aux 6000 victoires, c'est ça? C'est ça, même et puis plus maintenant. Combien de titres? Il a gagné 4 fois le Grand Prix d'Amérique, si ma mémoire est bonne, et des centaines de... Voilà, je veux dire que je pense qu'il a un palmarès inégalable dans les années à venir, même si la relève est assurée et qu'il y a d'autres bons cavaliers et de bons drivers, quoi. Ouais. Alors dans les personnages que j'ai retenus, moi, dans ce que vous avez écrit, il y a évidemment Steve McQueen. Steve McQueen qui n'était pas sartois, on est d'accord? Non, mais pour l'anecdote, souvent quand on me pose la question concernant les 24 heures du Mans, on me demande quel est le pilote le plus célèbre. J'ai envie de dire, bien évidemment, on pense à Henri Pescarolo, on pense à Jackie Hicks, mais je me dis quelque part, c'est peut-être Steve McQueen qui n'a finalement jamais couru les 24 heures du Mans, mais qui est peut-être l'homme le plus connu de la bande, et forcément dans le monde entier, puisque dans les années 70-80, c'était une star à Hollywood, et qu'il a fait Le Mans, où il est resté pendant 6 mois quand même. Et c'est amusant comme on en parle beaucoup aujourd'hui. Je trouve que depuis quelques années, là, on reparle énormément de ce film Le Mans, c'est quoi, 1970 ? Oui, c'est ça, il a été tourné en 1970 et puis il est sorti en 1971. Et on peut dire que c'était pas un film culte à l'époque, hein. C'était pas vraiment, on peut même parler d'un demi-navet, quoi, parce que c'était une histoire, une réalisation qui était quand même... Il y a eu un changement de réalisateur pendant le tournage du film. Enfin, ça a été fait un peu de briques et de broc. En fait, tout partait du fait que Steve McQueen avait vraiment envie de faire un film sur les 24 heures du Mans. Il avait d'abord envie de courir au Mans. Oui, il était passionné. Il a pas pu. Quelques mois auparavant, au mois de mars, il avait participé aux 12 heures de Sebring. Il avait fini 2e de la course derrière Mario Andretti. C'est dire s'il était vraiment à la hauteur, et qui plus est, il avait une jambe dans le plâtre. Et vu son résultat et vu ses envies, il avait mis le cinéma de côté et s'était dit, je veux absolument faire les 24 heures du Mans. Et il est venu au Mans en même temps pour tourner son film en 69, hein, le tournage a commencé, mais il avait vraiment comme objectif de participer à la course en 1970, mais là, patatras, les assurances se sont opposées au fait qu'il prenne le volant, et il a dû se résoudre non sans mal. Mais alors ce qui est intéressant, et ça on le découvre dans le livre, c'est que peut-être il y a participé. Oui, ça fait partie de la légende. Ouais. C'est vrai que la légende est entretenue encore par certains commissaires qui étaient présents sur la piste cette année-là, 1970 donc, et qui certifient que durant la nuit, l'un des pilotes de la voiture se serait éclipsé pour laisser le volant à Steve McQueen. Alors après, d'aucuns disent que c'est pas possible, que forcément d'autres l'auraient remarqué.
Le fils de Steve, donc Chad McQueen, qui aujourd'hui gère les affaires de son père, dit que c'est peu probable. C'est des histoires à la Michel Vaillant, ça. Oui. Alors, comme vous dites, un demi-siècle après, on en parle encore. Eh oui. Et ce qui est magique, c'est que pas plus tard que le mois dernier, en Californie, avait lieu un rassemblement avec plusieurs milliers de personnes où il était question du Mans, du film Steve McQueen au Mans, quoi. Organisé bien évidemment par une association à laquelle s'associe Chad McQueen. Et pour avoir un confrère qui assistait à la manifestation, elle est récurrente, elle a lieu tous les ans, en hommage à Steve McQueen et au film Le Mans. C'est pour dire encore vous voyez, la notoriété du Mans dans le monde entier, quoi. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a marqué dans le livre, puisque effectivement j'ai découvert cette anecdote, cette rumeur. Qu'est-ce qui vous a marqué, Simon, dans le livre ou alors qu'est-ce qui vous a marqué en faisant les photos du livre, peu importe. Est-ce qu'il y a des choses qui... Alors moi j'ai été particulièrement touché par ma rencontre avec les artisans, les agriculteurs qui m'ont accueilli, parce que en fait vraiment c'est voir des gens qui sont sur le terrain, qui dégagent vraiment quelque chose de super beau quand ils sont dans leur milieu, en train de travailler. C'était vraiment hyper intéressant et mon bureau est encore décoré par une création de la faïencerie d'art de Malicorne. Ah oui, il y a un très beau chapitre sur Malicorne, d'ailleurs, sur l'histoire de Malicorne. Hein. Parce que, j'étais parti pour faire... Malicorne qui vient, d'obtenir un prix hier, je crois, au niveau national. Hein. J'ai lu ça, je crois que c'est à l'Assemblée des maires de France, là. Il me semble avoir lu quelque chose comme ça. Oui, le prix de l'artisanat, la ville la plus... Enfin, un truc comme ça. Voilà. Pardon, je ne suis pas très précis, mais vous lirez demain dans le Maine Libre. Voilà. Et donc, ça a été vraiment un moment assez intéressant parce que j'étais parti pour faire un peu un tour complet de leur savoir-faire. Et en fait, j'y ai passé littéralement toute la journée à discuter avec le gérant, à tout regarder, à tout retourner. Et on a ramené des quantités assez indécentes de photos. Et je suis désolé pour les auteurs qui ont dû faire une partie de l'editing avec moi. Ça a pris plus de temps que prévu. C'est amusant d'ailleurs la photo qui a été choisie où on a cette personne qui peint de dos. C'était très original et c'est très chouette, effectivement. C'est un hommage au savoir-faire. Je voulais dire que le travail de Simon n'était pas si facile que ça parce qu'il fallait qu'on trouvât dans le livre une possibilité de faire dialoguer les textes avec les photos, des espèces d'aller-retour entre le texte et la photo. Alors il me semble bien qu'on a dû lui suggérer de temps en temps, tiens, prends-nous telle photo, etc., etc. Et puis je pense que pour trouver un ciel bleu, il a fallu qu'il fasse plusieurs fois des voyages sur les lieux où il avait déjà pris une photo. Et finalement, il a réussi à trouver des ciels bleus. Oui. Alors, je réitère une phrase qui sera marquée dans les annales. La Sarthe n'est pas la Californie et le ciel bleu n'est pas toujours présent. Ben oui. Ce qui est pas pour me déplaire, parce qu'il y a quelques photos du livre que j'ai pris dans des conditions un peu plus compliquées de météo, notamment le dolmen, oui, c'est joli. Où en fait ça donne vraiment beaucoup de prestance à ce dolmen, et je pense que ça n'aurait pas été du tout le cas si le ciel avait été complètement uniforme et bleu. Et effectivement, il a fallu parfois, ça reste un travail collectif de faire un livre, et il a fallu parfois illustrer des points assez précis, comme ça a toujours été le cas de mon travail quand je dois illustrer des ouvrages. Il y a des photos qui sont plus libres, des photos parfois qui déchaînent des passions dans les réunions, et parfois des photos où effectivement on est très très précis sur l'angle, sur l'orientation, parce que le souhait d'un des auteurs est tel. Bon, il y a deux photos que j'aime particulièrement dans ce livre. J'aime beaucoup la photo, la double page de la bibliothèque du Prytanée. De la Flèche, c'est magnifique. Il faut dire que le lieu est magnifique aussi. Et j'aime beaucoup aussi l'angle particulier sur lequel le château du Lude est photographié aussi. J'aime beaucoup cette double page-là aussi. Et le livre vaut aussi, évidemment, grâce aux photos qui s'y trouvent, oui. Et grâce également à vos écritures aux uns et aux autres, moi j'ai trouvé une formule très sympathique, je pense que c'est Serge Bertin qui l'a écrite, sur une définition, attention vous allez vous attirer les foudres de certains probablement, une définition de la Sarthe, pays du vin au sud, oui. Pays joyeux, oui. Pays du cidre au nord, pays sérieux. Oui. Oui, je me suis fait plaisir en y ajoutant joyeux et sérieux, mais l'autre, pays du vin, oui, on dit toujours... Mais
je pense que j'ai essayé de nuancer cette formule parce que je crois qu'elle est pas complète. Elle est un peu simpliste. C'est un peu facile de dire qu'au sud, parce qu'on boit du vin, parce que le paysage est blanc, grâce au calcaire, les gens sont tout heureux, alors qu'au nord, la pierre est sombre, c'est le pays du pommier, tout est plus vert marqué et c'est plus triste. Je crois que c'est faux, d'abord, mais la formule est belle. Donc il faut se faire plaisir. Mais c'est faux parce que j'ai connu des gens du Nord. Je garantis que les gens de Vivoin dans les années 70-80, avec le père Morvan, c'était des gens qui étaient rudement joyeux. Hein. Et puis des gens qui ont un seul caractère, on en trouve au Sud aussi. Et puis je crois que la Sarthe, c'est trop riche pour être simplifié de cette manière. Et il y a un historien, Paul Bois, qui lui considérait que la Sarthe pouvait être divisée en deux, mais ouest, le pays chouan, et est, le pays républicain. Donc, vous le voyez, vous avez ces quatre quarts du cercle sartois, et puis vous mélangez tout ça. La Sarthe, c'est la mosaïque, comme disait Jeanne Dufour, j'y reviens, c'est donc infiniment plus riche que ces simplifications séduisantes. Mais quand même, qu'on comprenne d'où les choses viennent, vous êtes du Nord ou du Sud, vous ? Ah ben moi, je suis du Sud. Ah ben voilà. Bruno, vous êtes d'où, vous, du Nord ou du Sud ? Enfin, je suis né au Mans, quand même. Du Mans. Pile. Flûte. Bon, bah, les autres, je ne vous demande pas, évidemment. Oui, Bruno, pour terminer, parce que le temps passe à ce que je vois, la Sarthe, elle est formidable. On le sent sous votre plume. Il y a des gens merveilleux. C'est un pays d'innovation. Comme on a l'habitude de le dire, elle ne sait pas se mettre en valeur. Et il y a encore des choses à faire pour se mettre en valeur ? Oui, c'est marrant parce que par rapport à ce que vient de dire Serge, dans les recherches que je fais actuellement, etc., j'ai lu des écrits donc, du début du XXe siècle où on dit que les Sartois sont des gens qui ne la ramènent pas, quoi. Et je pense que ça, un siècle après, aujourd'hui encore, c'est vrai que ça nous colle un petit peu à la peau quand on parle des Sartois, quoi. Je ne sais pas ce que Serge... Hein, oui, c'est ça, hein, oh, oui, ce que vous voulez dire. Mais on se la ramène pas. Les Sartois, en réalité, c'est des grands orgueilleux. Et ça va leur faire plaisir. C'est des grands orgueilleux, mais avec des manceaux, là. Des faux timides. Oui. On ne va pas montrer. C'est Jean Jousse qui m'avait appris ça. C'est un gars du Nord, lui, tiens. Il m'avait dit, moi, j'aime. On dit que j'ai l'air bête. Il était intelligent, Jean Jousse. Mais il prenait son air un peu bébête. Et il disait, c'est plus confortable. Les gens. Les Parisiens, parce que les Parisiens, c'est nos Belges à nous, hein, on aime bien frapper, hein, c'est notre punching ball. Eh bien, les Parisiens, ils croient que je suis bête. Moi, je sais que je ne le suis pas. Donc, lequel est le plus bête des deux ? Méditer. Et parmi les personnages, justement, qui illustrent, selon moi, cette modestie, il y a Stéphane Sauvestre, qui était donc né à Bonnetable, et qui a été l'architecte de la Tour Eiffel. On dit souvent que la Tour Eiffel était faite par Gustave Eiffel, mais non, c'est Stéphane Sauvestre, un Bonnetablien, qui a dessiné la Tour Eiffel. C'était l'architecte de la Tour Eiffel, et qui faisait partie, bien évidemment, du cabinet d'architecte de Gustave Eiffel, mais... Tour Eiffel sur laquelle, alors ça je l'ai découvert en lisant le livre, il y a le nom d'un illustre sartois qui s'appelle Trigé. C'est ça, exactement, qui lui était spécialiste. Un des 71 savants, c'est ça ? Ils sont 71 savants, oui. Pourquoi pas 72, ça aurait été bien ? Oui, ça aurait été, évidemment, ouais. Et donc il était spécialisé dans le forage à l'époque, mais son nom figure encore aujourd'hui sur, je ne sais plus si c'est la face nord de la Tour Eiffel, au premier étage. Ouais. Alors, donc, dans la question que je vous posais tout à l'heure, il y avait cette demande. Qu'est-ce qui manque à la Sarthe pour être complète, pour se mettre en valeur ? Un musée ? Ah bah pourquoi pas, oui. Un musée des innovations qui ont été... Des innovations, parce que quand on remonte le temps, qu'on se rend compte de tout ce qui est... On a parlé tout à l'heure de façon succincte des Bollé, mais c'est immense ce qu'a pu faire la famille Bollé, parce qu'on a parlé de l'automobile, mais on aurait pu parler du système hydraulique, on aurait pu parler des cloches. J'ai découvert récemment qu'en 1896, les cloches de Saigon provenaient des Bollé, et la flèche était conçue par les frères Michelin. Je me dis quand même, jusqu'à Saigon, c'était
voilà, on a vraiment des choses qui ont été faites ici en Sarthe, dans le domaine de l'automobile, parce qu'il n'y avait pas que les frères Bollé, hein. Il y avait Henri Vallée, il y avait pléthore de constructeurs automobiles en Sarthe, et il reste forcément des choses de tout cela. Aujourd'hui encore, on a quelques voitures ou quelques prouesses des Bollé et d'autres qui sont disséminées aux quatre coins de France ou qui ont disparu. Et c'est vrai que je trouve qu'il manque quelque part un endroit où on pourrait retrouver toutes ces belles choses du passé. On y mettrait le télégraphe de Claude Chappe, évidemment. Exactement, par exemple, qui est l'ancêtre de l'Internet. Conclusion, le département de la Sarthe, quelle est, j'allais dire, sa caractéristique la plus séduisante, la plus intéressante? Non, mais moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, il ne faut pas que les personnes qui nous feront l'amitié de feuilleter ce livre ou voire de l'acquérir pensent que c'est un livre où il n'est question que de technique d'automobile et de sport, bien entendu. Donc, la Sarthe, c'est ça, mais ça n'est pas on y que parle de ça. Montmirail et d'une rencontre royale exceptionnelle. C'est ça que vous vouliez Non, mais dire? moi, ce que je voudrais dire, c'est que si on a fait ce livre, c'est pour montrer que la Sarthe est protéiforme, elle est multiforme, elle a de multiples facettes et de multiples richesses que les Sartois eux-mêmes ne soupçonnent peut-être pas. Donc, en faisant ce livre, on a voulu faire en sorte que la Sarthe soit connue et j'allais dire qu'elle se reconnaisse et qu'elle soit reconnue. Donc, moi, ce qui m'a séduit dans la Sarthe, puisque je manie quelque peu les pinceaux aussi, c'est la variété de ses paysages, hein. Moi, la première aquarelle que j'ai faite quand je suis arrivé dans la Sarthe, c'était à Nières-sur-Vègre. Bon, mais c'est ce qui m'a plu. Moi, ce qui m'a plu aussi dans les Sartois, c'est que ce sont des gens, mais moi, je suis un expatrié, hein. Et donc, je ne peux pas en parler de manière aussi charnelle que n'en parle Serge. Moi, ce qui m'a plu chez les Sartois, c'est qu'ils ne se donnent pas immédiatement. Il faut gagner leur confiance, mais quand vous l'avez, vous l'avez. Voilà, bon. Alors, ils ont peut-être ceci qui ressemble un peu au basque, parce que le basque ne se donne pas immédiatement, à l'inverse des méridionaux qui ont une faconde qui est tellement exagérée qu'elle ne me paraît pas bien sincère. Donc, quand les Sartois sont chaleureux, ils le sont vraiment, mais il faut du temps pour les connaître et pour se faire accepter d'eux. Donc voilà, donc un dernier mot aussi sur le livre, parce que je voudrais terminer là-dessus, mais vous l'avez un peu dit tout à l'heure, on a voulu que ce livre soit facile à lire, avec des textes relativement courts, qui permettent de vaticiner, comme dirait notre président, dans les pages du livre. Donc on peut butiner. Butiner, si vous préférez, c'est plus compréhensible. Donc voilà. Et donc le livre permet ça. On n'est pas obligé de le lire dans sa linéarité. Et je crois que ça, je crois qu'on a pas mal réussi ce coup-là. Ok. Avec les belles photos de Simon. Évidemment. Simon, pareil, un petit mot sur le département pour terminer. À mon sens, il faut prendre le temps pour apprécier la Sarthe, pour apprécier sa qualité de vie. Il ne faut pas chercher à rusher la Sarthe en un week-end. Faut chercher à avoir le temps passé, à y retourner et à l'arpenter avec un rythme posé. Bon, et puis on va terminer quand même, parce qu'on est des Sartois, hein, on va terminer par un mot patois. Je rappelle qu'il s'est créé une association qui s'appelle EULA pour la défense du patois, pas la défense, le développement du patois sartois. Le développement international, oui, bien sûr. Et il y aura bientôt les Olympiades, hein, d'ailleurs. On a le projet d'établir les Olympiades, oui. Oui, ce sera un concours de création littéraire. L'année prochaine. Oui, c'est ça. Bon, ouais. donc conclusion en patois. En patois, je dirais, là, la Sarthe, ça qu'est une ben belle fumelle. Allez, point en balle, mais dame, on peut compter dessus. Eh ben voilà, c'est sur ces mots qu'on va se quitter et vous applaudir.